Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur la présentation du panorama de l'offre identification électronique des acteurs. Voilà, donc en attendant que tout le monde se connecte, je vais rappeler les bonnes pratiques du webinaire, mais vous les connaissez déjà tous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions que vous avez en bas à droite de votre écran lors de la présentation. Donc, nous y répondrons soit directement dans cet onglet, soit en fin de webinaire durant la session de questions-réponses. Voilà, et puis voilà, je vous laisse la main, Marc et Ajon, sur le webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Manon. Alors, je me présente, donc Yajon Weber, avec mon collègue Marc, on est en charge de l'offre identification électronique des acteurs au sein de l'agence du numérique en santé. Peut-être certains parmi vous nous connaissent déjà parce que on a accompagné donc l'écosystème premièrement dans l'utilisation des données de l'annuaire santé et c'est dernièrement aussi sur les utilisations des cartes, certificats, etc. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous parler de tout ça, surtout avec un logique d'un parcours. Je te laisse la parole, Marc. Ouais, donc bonjour tout le monde, Marc Devos, je suis le binôme de Yajong sur l'identification électronique. Donc c'est à la fois en termes de périmètre, mais on va y revenir, l'identification, donc les annuaires, et puis d'autre part tout ce qui est moyen d'identification électronique ou moyen d'authentification si vous préférez. Voilà, l'ordre du jour, donc on fait un panorama, un survol rapide de l'ensemble de notre périmètre et de ce qu'on propose à l'écosystème. Et puis, on va introduire cette année l'idée de communauté d'utilisateurs. Donc, on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Bon, d'abord, quelques généralités, excusez-moi, c'est pour ceux qui connaissent bien, c'est quelques rappels. C'est quoi l'identification électronique? Donc, c'est à la fois la partie identification, donc disposer que les acteurs, personnes physiques ou personnes morales, disposent d'une identité numérique, et d'autre part, l'authentification, c'est-à-dire les moyens de prouver qu'on est bien détenteur de cette identité. Et ce qu'on appelle identification électronique, c'est l'ensemble en fait de ces notions. Alors, ça va du login mot de passe jusqu'à de l'authentification forte à 2 facteurs. Ça concerne les professionnels. Donc là, on est bien dans une logique sectorielle d'identification. Donc les personnes physiques intervenant dans le système santé sociale, on va dire, donc qui sont dans la prise en charge de patients ou d'usagers. Et puis les personnes morales, donc essentiellement les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, et dans certains cas, des fournisseurs de services numériques. Je rappelle également le cadre s'agissant de données à caractère personnel, donc santé sociale. On a un cadre légal, donc avec des articles du Code de la santé qui ont été introduits par l'ordonnance de mai 2021, qui vise la finalité, c'est bien de renforcer la sécurité, donc la confiance dans l'accès et le partage de données de santé. Et ce que dit cette ordonnance ou ces articles du CSP, c'est qu'il y a des services numériques en santé, en gros les services qui manipulent des données de santé, qu'ils soient exposés sur Internet ou qu'ils soient dans des structures, et que pour accéder à ces services, les utilisateurs doivent disposer de moyens d'identification électronique, de moyens d'authentification, conformes à un certain nombre de règles. Donc là, on est plutôt dans des référentiels pour ce qui est du détail, et que la mise à disposition de ces moyens d'identification électronique
est conditionné par l'enregistrement dans un répertoire sectoriel de référence. Donc, il y en a un pour les personnes physiques, c'est le RPPS, et un autre pour les personnes morales, c'est le FINES. Voilà. Et alors après, on publie les données dans notre annuaire santé. Et puis, on a une gamme de moyens d'identification électronique pour les professionnels et les structures. Donc, pour les professionnels, c'est CPS ou la variante sur mobile ICPS. Et les certificats logiciels pour les personnes morales, les établissements. Alors, tout ça, ça repose bien sûr sur nos annuaires. Le RPPS est alimenté par les professions, par les ordres des professions qui disposent d'un ordre, médecins, pharmaciens, etc. Et depuis 1 an et demi, les infirmiers. Ensuite, il y a des professions qui doivent se faire enregistrer au niveau de l'ARS. Donc ça, ce n'est pas encore tout à fait prêt. C'est en 2023 qu'on va basculer toutes ces professions qui actuellement sont encore dans l'ancien fichier ADELI. On va les basculer dans le RPPS. Donc, voilà, je ne rentre pas dans le calendrier. Mais retenez que cette année, c'est la grande affaire, enfin une des grandes affaires du côté du RPPS. Et puis par ailleurs, on a la possibilité d'élargir le périmètre du RPPS pour donner une identité numérique à des professionnels, notamment dans le médico-social, qu'on a baptisé professionnels à rôle, par opposition à membres d'une profession comme médecin ou orthophoniste. Voilà, et là, essentiellement, c'est l'établissement qui doit enregistrer ses salariés, ses professionnels, avec notre portail RPPS+. On va y revenir. Bon, puis pour FINES, c'est grosso modo les ARS, les DRETS dans un certain nombre de cas, qui enregistrent des établissements sanitaires et sociaux dans le FINES. Vous voyez la chaîne assez résumée, assez simplifiée. Alors, effectivement, ce schéma-là, hein, c'est très, très récapitulatif, hein, que vous pouvez voir comment ça s'enchaîne. Donc, l'enregistrement des professionnels ou des structures, donc dans un référentiel d'identité. Et ensuite, ça permet donc par la suite, dans la chaîne, sur la publication des données donc accessibles au grand public, pour, par exemple, une question de correspondance entre les professionnels de santé ou des structures, et aussi donc sur la délivrance des moyens d'identification électronique comme les cartes, les e-cartes, les certificats, donc pour toutes ces identités bien répertoriées. Alors, par la suite, on va rentrer dans les détails, hein, de voir tout ça un petit peu de près. Sur la première partie, on va parler de identification. Donc, dans cette partie-là, bien sûr, vous allez les professionnels, donc qui sont dans la RPPS, les structures dans le référentiel FINES. Alors, notre agence du numérique en santé est opérateur sur le répertoire sectoriel de référence pour les personnes physiques, donc qui est le répertoire RPPS. Ce répertoire est bien sûr encadré par l'arrêté, donc qui s'appelle l'arrêté RPPS. Alors, la dernière modification de cet arrêté est datée de l'an dernier. Donc là, on n'a pas encore mis à jour la date. Donc, l'arrêté modificatif est daté de 2022. Donc, c'est cet arrêté-là modificatif qui enveloppe, donc, comme vous pouvez voir ici, l'ensemble des professionnels intervenant dans le système de la santé, donc à la fois sanitaire et aussi social et médico-social. Il y a 3 catégories de population dans ce répertoire. Ce sont parmi ces 3 populations, il y a des professionnels à ordre et des professionnels tenus par les ARS, donc Agence régionale de santé. Ces professionnels-là, donc le premier et deuxième catégorie, ont obligation de
enregistrement auprès de leur autorité compétente pour pouvoir exercer leur profession. Alors, les professionnels à ordre, vous pouvez le voir, il y a les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, masseurs-kinés, sages-femmes, pédicure podologues et aussi les infirmières qui ont rejoint FPPS dernièrement. Que ce soit les libéraux ou les salariés, donc si le professionnel souhaite exercer cette profession, donc parmi cette liste, l'enregistrement auprès de l'ordre est obligatoire. Donc, ça, c'est encadré par la loi en code de la santé publique. Ensuite, sur la deuxième catégorie, vous allez retrouver les professionnels enregistrés par les ARS. Donc là, je ne vais pas les citer un par un. Donc, vous avez la liste ici, comme les psychologues, les assistants services sociaux, etc. Donc, tous ces professionnels, pareil, que ce soit salarié ou libéral, en fait, il faut qu'ils se déclarent auprès de leur ARS pour montrer la patte blanche, on va dire, le diplôme, etc., pour pouvoir exercer la profession. L'enregistrement de ces professionnels, donc voilà, c'est soit auprès de l'ordre via les portails de l'ordre ou bien le face-à-face auprès de conseil départemental de l'ordre, ou bien c'est via le portail, donc c'est pas encore arrivé. Hein. Donc, comme Marc a expliqué, ce serait en 2023 pour les professionnels sous la régie de ARS. Aujourd'hui, c'est auprès de conseil départemental des ARS. Actuellement, ils ont tous un numéro ADELI. En 2023, après la bascule de ADELI vers FPPS, l'ANS met à disposition un portail qui s'appelle EPARS, donc qui permet un pré-enregistrement de la part des professionnels et ensuite une validation par le gestionnaire ARS sur l'enregistrement de ces professionnels. Pardon. Donc, voilà, juste à retenir, les deux premières listes des professionnels donc, sont vraiment à l'obligation d'être enregistrés auprès de l'ordre ou l'ARS pour avoir une identité de référence dans le secteur de la santé. Alors, la troisième catégorie que vous pouvez voir ici, on a donné quelques exemples. La liste, elle n'est pas du tout exhaustive. Ce sont des professionnels qui ne sont pas, en fait, à obligation par, bien sûr, les textes, hein, le code de la santé ou code de l'action sociale et de la famille. L'action sociale et familiale. Ils ne sont pas été obligés donc aller se faire enregistrer, mais pour qu'ils puissent accéder aux services donc numériques en santé, nous avons donné la possibilité de faire enregistrer ces professionnels dans le répertoire FPPS et leur doter d'un identifiant national afin qu'ils puissent, par exemple, aller consulter le DMP demain. La matrice de DMP est en train d'être élargie et d'accéder aux autres services numériques en santé, utiliser, par exemple, le ProSanté Connect, ICPS, etc. Donc, la philosophie d'enregistrement de cette population, c'est vraiment quand c'est utile. Ça leur permet d'obtenir une identité numérique dans le secteur de la santé. Alors, ces professionnels seront enregistrés par leur employeur s'ils sont dans un établissement médico-social. Donc, voilà, ce serait l'établissement qui fera l'enregistrement via le portail FPPS+, qui est mis à disposition par l'ANS depuis septembre. Donc, il y a des webinaires, en fait, sur la présentation de ce portail FPPS. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir les pages de isandé.gouv.fr. Vous allez retrouver les webinaires concernant ce portail. Donc, voilà, un panorama sur la partie identification des professionnels, hein, donc des personnes physiques du secteur de la santé. Je laisse la parole.
Alors, concernant les établissements, on a récupéré depuis à peu près 1 an la gestion du référentiel FINES. Donc, le répertoire, donc c'est le fichier national des établissements sanitaires et sociaux, qui historiquement était vraiment tourné vers, d'une part, la partie régulation, hein, est enregistré un établissement au FINES pour autant qu'il soit soumis à une procédure de type autorisation, pour dire la chose simplement. Alors ça a un impact bien sûr sur la partie financement. Et puis, bon, les usages, c'était beaucoup pilotage de l'offre de soins ou de prise en charge et du déploiement de telle ou telle typologie d'établissement, donc de modalités de prise en charge et d'offres à la population. Il y a une finalité nouvelle, désormais, hein, qui est l'idée d'identité électronique. Donc, c'est vraiment d'identité numérique. C'est vraiment le miroir, si vous voulez, du RPPS, RPPS+. Là, on va avoir le FINES et le FINES+, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enregistrer des personnes morales intervenant dans le champ sanitaire et social, bien sûr, pour qu'elles disposent d'une identité numérique. Alors, je donne juste un exemple, hein, ça me permet de répondre à une question. Là, j'ai fait une fausse manip dans les questions, j'arrive pas je ne suis pas arrivé à taper ma réponse. C'est les services de santé et de prévention au travail. Prévention et santé au travail, par exemple. Pardon. On a entrepris en lien avec la DGT au ministère du Travail d'enregistrer de manière systématique ces services dans le FINES. Pourquoi? Parce que ça va permettre plus facilement de déployer de la messagerie sécurisée, notamment des boîtes organisationnelles, pourquoi pas des cartes aussi dans certains cas, pour pouvoir, et des certificats, pour pouvoir récupérer l'identifiant patient, l'INS. Voilà. Donc, en quelque sorte, on profite, pour accompagner le virage numérique, on profite de cette, alors du fait qu'on gère le FINES et puis de cette nouvelle finalité qui est inscrite donc, maintenant dans les textes, pour élargir le périmètre du FINES dans cette vocation de fournir des identités numériques fiables à des personnes morales du secteur. Alors, par ailleurs, il y a plein d'usages du FINES historique, hein, notamment par la CNAM, la CNSA pour différents usages, et puis plein de systèmes qui s'appuient dessus, à commencer par le RPPS. On localise les professionnels en établissement en référence aux données FINES. Voilà. Un slide un peu dense, excusez-moi, je ne vais pas tout lire, mais voilà, retenez qu'on récupère le FINES. On est en train de faire le nouveau FINES, un projet qui va atterrir en principe fin 2023, début 2024. Donc, ça nous permettra plus facilement aussi d'en étendre le périmètre. Hein. Aujourd'hui, on est un peu coincé par un système d'information historique qu'on a récupéré et que déjà, on s'attache à faire fonctionner. Il faut bien voir que le FINES, c'est quand même… ça doit marcher. Hein. C'est un composant stratégique à pas mal d'égards de nos systèmes. Voilà. Et puis, on se donne les moyens, hein, avec l'aide du ministère, bien sûr, et de la DNS, on se donne les moyens de donner une forte impulsion à ce nouveau FINES. Et on espère bien qu'il permettra d'étendre, de faciliter la vie des établissements, faciliter la vie des utilisateurs aussi des données. Voilà. Donc, un beau projet qu'on a commencé depuis maintenant à peu près 1 an. Alors, je vais vous parler des services de publication de l'annuaire santé. Comme on vient de vous présenter, il y a 2 répertoires, un référentiel, donc un de personnes physiques et l'autre personne morale dans le secteur de la santé. Toutes ces données-là, en fait, bien sûr, est aussi au service de l'écosystème.
l'Agence du numérique en santé met à disposition des services de publication, des données qui sont publiables librement. Par exemple, pour les professionnels, bien sûr, il y a certaines données, on ne peut pas les publier de façon en grand public parce que voilà, l'état civil ou bien les coordonnées de correspondance sous terme RGPD ne sont pas accessibles par le grand public. Il y a certaines données comme le nom et prénom d'exercice, la profession, les spécialités, la structure d'exercice. Donc, bien sûr, ce sont des données librement communicables. Alors, ces services de publication de l'annuaire santé met à disposition à tout l'écosystème, donc ces données sous plusieurs formes. Historiquement, nous avons des services d'extraction, c'est-à-dire vous allez retrouver des fichiers en .csv, avec l'ensemble de données du LPPS et bien sûr inclus le lieu d'exercice si c'est un établissement. Donc voilà, il y a un numéro finesse de l'établissement. Vous avez également une page web qui s'appelle annuairesanté.fr qui permet de faire des recherches unitaires. Donc, si vous avez besoin de trouver un professionnel, avec le moteur de recherche, vous tapez nom, prénom et vous allez retrouver l'information concernant ce professionnel ou bien l'information concernant d'une structure. Alors, depuis cette année, depuis plutôt l'an dernier, nous avons travaillé avec certains partenaires, certains early adopters, on va dire, sur la construction d'un nouveau service. C'est vraiment une nouvelle génération de services de publication, en fait, sous la forme d'un API, avec bien sûr la norme internationale de HL7 FHIR pour que le service soit interopérable avec du coup les autres services du secteur. Et puis, il y a 3 fonctionnalités principales. Donc, pour ce nouveau service, on offre un service en full, c'est-à-dire vous allez retrouver, en interrogeant l'API, vous allez retrouver l'ensemble des données de l'annuaire santé sous le format, cette fois-ci, plutôt JSON. Nous avons aussi le service de Delta qui permet de faire des mises à jour des annuaires locaux plus facilement. Et aussi un service d'interrogation unitaire. Donc, quand vous avez besoin de juste récupérer les infos d'un professionnel ou d'une structure, donc une requête permet de directement récupérer en direct les données qu'il vous faut. Alors, là, actuellement, on est sur une période de bêta-test. Donc, le service est bien en production. Nous sommes du coup à votre écoute. Nous sommes ouverts à tous les utilisateurs qui souhaitent tester ce nouveau service. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons mettre notre contact, bien sûr, vers la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, vous avez également le site e-santé, donc qui présente ce nouveau service. Vous allez le retrouver dans l'annexe, donc le lien et une description courte de ces services. Alors, je vais laisser la parole à Marc pour vous parler de l'authentification. Oui, donc bien sûr, tout ça, c'est on est dans la vague Ségur, hein, évidemment, c'est comme ça qui structure beaucoup nos travaux, notamment dans la vague 1, c'était les services socles, mais plus spécifiquement l'alimentation du DMP, puis la qualification ou la vérification de l'identifiant patient, l'INS.
Et dans l'ensemble, les services socles, hein, donc DMP, messagerie, INS et puis ProSanté Connect, requièrent des moyens d'identification électronique. Pour les personnes physiques, c'est la carte physique ou sur mobile, qui peut être ensuite utilisée. Alors ça, dans le cas de la carte, il y a bien sûr plein d'usages historiques sans que ça passe par ProSanté Connect, mais de plus en plus, il y a des services qui sont ProSanté connectés, comme on dit, et donc pour lesquels qui sont donc rendus accessibles à travers ProSanté Connect, soit par une carte, soit par une ICPS. Et pour les personnes morales, il y a un certain nombre de secteurs sur lesquels il est préconisé, en fait, plutôt que de faire de l'authentification de chaque professionnel, plutôt de dire c'est l'établissement ou la structure qui s'authentifie via un certificat de structure. On y reviendra. Mais bon, par exemple, dans un hôpital, c'est plus simple de dire les appels à l'INS, au téléservice INS, se font avec un certificat qui identifie l'hôpital, donc qui porte un numéro finesse de l'hôpital, plutôt que ce soit avec des cartes ou des e-cartes de personnes physiques. Idem pour la biologie, idem pour les officines de pharmacie. On y revient tout à l'heure. Alors pour les professionnels, donc la carte CPS, la plupart d'entre vous connaissent. Historiquement, c'était orienté vers la facturation, c'est Vital, à la feuille de soins électronique. De plus en plus, il y a des usages où on est plus dans la donnée de santé, donc notamment le DMP, mais pas que. Hein. Il y a des services nationaux, comme par exemple les certificats de décès, qui requièrent une carte CPS qui permet, en bout de chaîne, de vérifier que c'est bien un médecin qui signe le certificat. Bon, je ne donne pas le détail de tous les services qui requièrent la carte. Et puis, depuis quelques années, on a développé, avec notamment la capacité d'avoir des usages en mobilité, on a développé un clone, si je puis dire, de la CPS qui peut être installé, embarqué sur un téléphone mobile. Donc ça, c'est la ICPS. Y compris, on peut maintenant, alors dans certains cas, ça marche bien et dans d'autres, c'est un peu plus compliqué, mais on peut maintenant, pour un professionnel, disposer d'une ICPS sans avoir la carte physique à côté. Hein. Au départ, à partir de la carte physique, je pouvais enrôler mon téléphone. Et maintenant, on peut activer la ICPS sur mobile sans avoir recours à une carte physique distribuée au préalable. Il faut quand même qu'on ait, bien sûr, c'est du deux facteurs, hein, donc il faut qu'on puisse communiquer des secrets en fait, aux porteurs. Et pour ça, on a besoin d'avoir collecté de façon fiable son mail et son mobile. Donc, on envoie un lien d'activation par mail et puis ensuite un mot de passe, un OTP, un mot de passe à usage unique sur son téléphone mobile. Une toute petite explication, c'est quoi le concept de ProSanté Connect? Donc, c'est un fournisseur d'identité ou un fédérateur d'identité. On peut avoir les deux termes. Sectoriel. Hein. Alors, c'est bien sûr, c'est la même logique que France Connect pour ceux qui connaissent et utilisent France Connect. Ça s'appuie sur les mêmes, sur le même protocole et les mêmes normes, hein, le même standard, OpenID. Mais c'est la version secteur santé sociale. Hein, donc, c'est un France Connect typé santé qui permet de faire de l'authentification à deux facteurs. Et la logique, c'est que ça permet à un service, il y a deux promesses en fait. Hein. Pour les fournisseurs de services, ça permet de dire je délègue en fait la fonction d'authentification à ProSanté Connect. Donc, c'est la petite cinématique que vous voyez. Hein. Si un professionnel accède à mon service, alors je le renvoie vers ProSanté Connect et c'est ProSanté Connect qui fait la séquence d'authentification avec l'utilisateur.
et qui me renvoie l'information. Oui, il s'est connecté et voilà son numéro RPPS. Et puis, il est médecin et il travaille à tel endroit. Voilà. C'est ce qu'on appelle le jeton ProSanté Connect qui transporte un certain nombre d'informations. En gros, la fiche du professionnel qui est en train de se connecter. Donc, ça peut être utile, par exemple, si j'ai un service qui accorde des droits par défaut en fonction de la profession ou en fonction du lieu d'exercice ou en fonction de la spécialité, pourquoi pas si c'est un médecin. Donc ça, c'est côté service. Donc, ça permet, y compris, de ne pas avoir à faire de maintenance, de ne pas avoir à développer de couches d'authentification dans le meilleur des cas, et en tout cas, de ne pas avoir à suivre les évolutions technologiques. Enfin, voilà. Donc, on pense que ça offre une valeur aux fournisseurs de services. Ça leur permet de se concentrer sur vraiment leur plus-value métier, leur proposition aux professionnels. Et puis, côté professionnel, une seconde promesse, si on peut parler comme ça, qui est je dispose d'un moyen d'identification électronique. Le cas échéant, je me suis fait enregistrer dans le RPPS+, comme on voyait tout à l'heure, une fois, et ça me permet ensuite d'accéder à plusieurs services, au lieu d'avoir à ouvrir N comptes sur N services différents. Alors, pour les personnes morales, c'est-à-dire les structures, le moyen d'identification électronique aujourd'hui, ce qu'on propose à l'ANS, c'est le certificat logiciel. Donc, les certificats logiciels, c'est comme une carte d'identité pour les structures. Donc, les établissements de santé, le médico-social, ou bien les cabinets, ou bien les centres de santé, etc., peuvent tous disposer d'un certificat logiciel, donc pour l'usage d'accéder aux services numériques en santé, comme par exemple pour le DMP, pour le INSI, justement, dans le cadre du Ségur numérique en santé, nous avons accompagné, nous allons continuer à accompagner les structures sur l'obtention de leur certificat. Premièrement, pour alimenter le DMP, donc dans les établissements de santé, c'est un schéma qui a été largement utilisé. Donc, au lieu d'alimenter donc le DMP professionnel, pas professionnel, avec leur carte, c'est l'établissement qui se authentifiait auprès de système d'information de DMP pour envoyer donc l'ensemble des documents produits avec l'authentification, bien sûr, forte de ces certificats logiciels, identifiés, bien sûr, avec le finesse de l'établissement. Alors, ces certificats logiciels ont trois principales fonctions. Le premier, c'est l'authentification. Le deuxième, c'est signature électronique. Le troisième, c'est chiffrement. Alors, ce qui est utilisé aujourd'hui largement, c'est plutôt l'authentification. Parfois avec des signatures électroniques. Par exemple, pour le DMP, d'abord, on signe donc au nom de l'établissement et ensuite, on envoie donc les documents et à ce moment-là, on s'authentifie auprès de services en face. Alors, je vais juste rappeler un petit peu les règles de commande pour chaque secteur. Effectivement, pour le secteur hospitalier, dans le cadre de Ségur numérique en santé, tous les hôpitaux sont normalement invités à utiliser des certificats pour alimentation de DMP pour accéder au téléservice INS. Dans ce cadre-là, donc, vous pouvez demander un certificat auprès de l'ANS. Nous avons effectué un travail donc, de simplification administrative au cours de l'année 2022 qui permet les établissements d'utiliser uniquement un certificat au niveau de leur entité juridique au lieu de commander un certificat pour chaque site géographique. Donc ça, c'est du coup une simplification à la fois pour établissement en termes de démarches administratives,
Aussi, une simplification en termes d'implémentation technique pour les DSI ou bien pour les éditeurs. Voilà, donc il y a un seul certificat à déployer pour donc alimenter l'ensemble des documents produits sur l'ensemble des sites qui sont bien sûr attachés aux mêmes entités juridiques. Donc, c'est vraiment la chose à retenir, c'est une personne morale est représentée par son identifiant au niveau juridique. Donc, pour l'hôpital, vous pouvez commenter un certificat sous la finesse juridique. Alors, il y a juste un petit reliquat, c'est pour les établissements de santé privés jusqu'à premier semestre 2023, sous la réserve d'évolution côté TMP, vous êtes toujours à inviter, commander des certificats, utiliser des certificats en maille géographique. Mais une fois, du coup, le système de TMP sera évolué, à ce moment-là, il y aura une communication qui vous sera adressée. Ça permettra les établissements privés de commander aussi des certificats au niveau juridique. Donc, voilà, c'est vraiment à venir hein, dans les 4-5 mois qui suivent. Pour le couloir médico-social, il était convenu aussi, c'est au niveau juridique au niveau juridique qu'on peut commander le certificat. Donc, ça évite de commander et déployer 200 certificats, par exemple, pour un établissement OSMS. C'est assez... c'est assez fatigant, on va dire, de faire des démarches administratives de cette ampleur pour un grand établissement. Alors, l'ANS a mis à disposition également des guides vraiment spécifiques pour chaque secteur. Vous allez retrouver les liens dans le support de cette présentation. Donc, n'hésitez pas, si c'est un secteur qui vous concerne, et allez voir ces guides de commande de certificats. Après, pour le secteur des professionnels travaillent de façon libérale. Par exemple, les officines, c'est très simple. Chaque officine a son propre site, les certificats. Donc, voilà, ce sera commandé sur le numéro de son site. Le couloir radiologie est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de formes juridiques différentes. Pour résumer, hein, les cabinets, donc les cabinets des radiologues, ils sont à inviter, commander des certificats sous leur numéro de cabinet, c'est-à-dire le IPPS rang. Et pour les sociétés d'exercice, ce serait sur l'identifiant de la société. Là, on parle de sociétés d'exercice libérales, hein, des SEL, mais pas des sociétés civiles de moyens. Donc, il faut vraiment consulter dans l'annuaire pour voir l'activité d'un radiologue. C'est enregistré sous quelle forme? Est-ce qu'il est enregistré sous la forme de cabinet ou bien il est enregistré au sein d'une société d'exercice? Et en fait, tout ce qui est affiché à l'annuaire santé, dans l'annuaire santé, c'est la référence. Si les professionnels ont également des activités sur un plateau technique, ce serait vraiment le plateau technique qui doit être en charge d'implémenter son certificat. Donc, ça peut être un hôpital, une clinique ou un GIE. À ce moment-là, les certificats à implémenter, c'est vraiment sous l'identifiant de l'établissement. Donc, le professionnel, pour ce cas de figure, n'a pas besoin de faire des démarches de son côté. Les laboratoires biologie de ville, donc c'est aussi un par laboratoire. À ce moment-là, le certificat est à commenter sous le finesse géographique du site principal. Donc ça, c'est une convention hein, qui était vraiment convenue dans ce secteur-là. Normalement, les laboratoires, s'ils sont sous la même entité juridique, il y a toujours un site qui est identifié comme principal. Donc, le certificat est à commenter sous ce site principal. Ensuite, pour le secteur médecine de ville,
pour ce secteur-là, les médecins, ils sont déjà installés dans leur cabinet. Ils utilisent leur logiciel avec la carte CPS pour la facturation. Donc, on peut continuer à utiliser les cartes pour la consultation de DMP ou bien pour la qualification de INSI. Voilà, pour les cabinets, donc si la carte vous convient bien, continuez. Mais pour les maisons de santé et les centres de santé, donc le schéma qu'on privilège, c'est quand même commander un certificat. Donc à ce moment-là, c'est chaque centre de santé commande son propre certificat avec l'identifiant de son site. Donc encore une fois, pour chaque couloir, vous avez un kit spécifique qui est mis à disposition. N'hésitez pas à consulter. Alors, peut-être avant de passer à la deuxième partie de ce webinaire, on peut faire un temps de questions-réponses. Il y a pas mal de questions dans le chat. Nous avons répondu déjà certains. On peut peut-être prendre quelques minutes pour répondre à des questions qu'on n'a pas encore pu apporter des réponses. Alors, du coup, je ne sais pas, on va peut-être commencer par les premières questions qui ont été posées par le bas. Une question, avez-vous une visibilité sur l'obligation d'une authentification via ProSanté Connect pour tous les utilisateurs d'un DUI, abandon du login et mot de passe? C'est une question très difficile pour nous parce que effectivement, pour les éditeurs qui se fait référencer par le Sécure, il y a une exigence sur l'utilisation de ProSanté Connect. Enfin, en tout cas, une possibilité ouais. Voilà, d'offrir la connexion donc par le ProSanté Connect. Mais ceci ne signifie pas que il y a une obligation d'une authentification via le ProSanté Connect pour tous les utilisateurs du TUI. L'authentification forte, c'est pour vraiment protéger l'échange, les données de santé dans l'échange et le partage de données de santé pour les utilisateurs du TUI qui ne sont pas, qui ne rentrent pas dans ce finalité, ils n'auront pas d'obligation à utiliser un moyen d'authentification forte. Donc, voilà. Je ne sais pas si Marc, tu veux compléter. Ouais. Juste pour dire que DUI, si on parle bien des données patients/usagers, il va falloir bien sûr que ce soit du 2 facteurs, en tout cas à l'horizon 1er janvier 2026, ça c'est le référentiel d'identification électronique. Après, parfois, dans ce qu'on appelle DUI, il y a aussi des fonctions de support de l'établissement pour des utilisateurs qui, je sais pas, ceux qui font les achats par exemple ou la paye, des utilisateurs qui n'accèdent pas à des données patients. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas évidemment d'obligation de protéger ça avec du 2 facteurs au sens des textes, du CSP et du référentiel. Donc pas d'obligation de ProSanté Connect. Ouais, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que dans tous les cas, ProSanté Connect est préconisé dès lors qu'on accède à des données patients usagers. Mais il faut toujours qu'il y ait un mode dégradé pour le jour où il n'y a pas de réseau, pour le jour où le mec le professionnel a perdu son téléphone,
le téléphone est en panne, ou quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas encore pu disposer d'un MIE conforme, bon, il faut toujours qu'il y ait pas du white glass, mais enfin un moyen alternatif en mode dépannage, si on peut dire. Et aussi, Proxon Déconnect, en cas d'indisponibilité, il faut aussi bien prévu d'autres moyens d'accès. Hein. C'est comme le France Connect qui oblige donc les services qui implémentent le France Connect à toujours un autre moyen d'accès. Alors, deuxième question, à quelle date les établissements de santé pourront-ils enregistrer les professionnels à rôle? Effectivement, pour l'instant, le déploiement du portail enregistrement… Je suis en train de répondre, Yazan. OK. Ouais. J'en profite pour écrire, comme ça c'est plus facile à capitaliser. Pour le moment, on se concentre sur le médico-social. Alors, c'est en lien avec l'ouverture très prochaine de l'accès des acteurs médico-sociaux à une certaine partie du DMP. Donc ça doit sortir bientôt, là. Sur l'hôpital, c'est pas encore programmé, mais ça finira par arriver. Par contre, on en est plutôt à essayer de regarder les usages qui justifieraient de lancer l'enregistrement. Sinon, techniquement, on a le portail. Donc, j'ai envie de dire, oui, ça peut commencer aujourd'hui, mais il faut bien voir, l'enregistrement doit être fait pour servir à quelque chose, c'est-à-dire, en gros, permettre que le professionnel ait une ICPS. Et ensuite, il faut qu'il ait des services qu'il utilise dans son quotidien pour que tout ça ait un sens. Voilà. Donc, sur l'hôpital, on est plutôt à essayer de voir quels sont les usages qui justifieraient de lancer un déploiement sur ce secteur-là. Alors, bien sûr, service pro santé connectée. Voilà. Ça rajoute aussi cette couche-là s'agissant de l'hôpital. Mais tout le monde est bienvenu dans le RPPS. Hein. Dans le principe, il n'y a pas de restriction. Tout à fait. Hein. C'est la philosophie de la PPS+, c'est quand c'est utile, hein, quand ça peut apporter du coup vraiment une utilisation de services pour la santé. Donc, c'est là qu'on peut faire rentrer le professionnel dans la PPS. Ce sera la réponse pour la question « Bonjour, les professionnels non médicaux de laboratoire expertise biomédicale tels que ceux de CNRS font-ils partie des professionnels à rôle ?» Je pense que voilà, la réponse est dite. Donc, qu'est-ce que, en fait, l'enregistrement de ces professionnels dans la PPS, qu'est-ce que ça peut leur apporter derrière? Si donc ça peut leur permettre d'avoir une ICPS qui leur permet d'accéder à certains services du numérique en santé qui nécessitent une authentification forte ou bien un identifiant donc national à bien identifier la personne, donc la profession en tout cas. Eh bien oui, donc pourquoi pas, donc on peut rentrer dans le registre de la PPS+. Donc, c'est toujours la première question à poser, c'est à quoi ça va servir. Ça va servir. On va peut-être ajouter que moi, je ne connais pas bien les centres nationaux de référence. J'essaie de regarder en live. Bon, je vois que c'est autour des maladies transmissibles. Il y aurait matière aussi, pour préparer un enregistrement RPPS+, il y aurait probablement matière, si ce n'est pas le cas, à ce que ces centres soient bien enregistrés dans le FINES. Alors, quand c'est un service d'un hôpital, bon, l'hôpital est déjà dans le FINES, bien sûr, ce n'est pas forcément le cas, c'est pas forcément toujours le cas. Donc, il faudra qu'on regarde ce dossier de plus près pour voir les conditions dans lesquelles ça pourrait marcher. Et voilà, on se répète un peu, hein, excusez-moi, mais ça a un intérêt dès lors qu'il y a des usages, des services en face pour lesquels on fournit une clé d'accès. Hein. Le but du RPPS+, hein, n'est pas de
comment dire, c'est pas une carte professionnelle qu'on fournit qui permet de dire, regardez, j'appartiens à la sphère santé, pas besoin de faire la queue, ou j'ai une place de parking. C'est pas ça la vocation, hein. On est vraiment sur l'identité électronique. Ok, je pense qu'on a répondu plusieurs ce type de questions. On ne va pas revenir là-dessus. Alors, il y a une question sur les services de prévention de santé du travail. Je ne sais plus, Marc, si tu as déjà répondu. J'ai essayé, mais j'ai raté. Donc, juste sur les services de prévention et santé au travail, hein, qui sont pas dans le finesse, parce que grosso modo, ça relève pas du Code de la santé publique, de la santé au travail, étrangement. Donc oui, on est en train de travailler, là, on y est presque, dans un premier temps, à mettre les SPST dans le finesse. Donc, il y a plusieurs centaines de services qu'il faut qu'on enregistre. Et ensuite, ça va permettre de déployer du certificat, par exemple pour l'INS, de déployer de la messagerie sécurisée, et éventuellement, ça justifiera aussi qu'on enregistre quelques professionnels dans le RPPS+, pourquoi pas. Voilà, c'est ce qu'on peut en dire à ce stade. Et quand je dis on y est presque, c'est affaire de quelques semaines. Une question, quelles sont les échéances pour l'intégration de cabinets libéraux dans Finesse /Sirène aujourd'hui à l'Alliance Santé pour qu'ils puissent disposer de PAL MS Santé organisationnel applicatif? Ça, c'est un sujet compliqué sur lequel on bute depuis pas mal d'années. Donc notamment sur ce qu'on appelle les cabinets de groupe, qui sont des structures difficiles parfois à appréhender. Ce pas des établissements au sens propre, hein. Donc, pour déployer de la BAL MS Santé organisationnelle, on a besoin d'une identification d'un établissement ou d'une société d'exercice. Intégrer les cabinets libéraux dans Finesse, c'est envisagé, mais ça va être pas mal de boulot, hein. Si on les intègre, ça veut dire qu'on les intègre tous. Donc, 100 000 cabinets de médecins, 100 000 cabinets d'infirmiers, et j'en passe. Donc, en lien avec les ordres, c'est un gros travail. Donc, on y pense, mais c'est plutôt en moyen terme. Et ça ne règle pas le problème du cabinet de groupe où il y a 5 professionnels de différentes professions qui se sont regroupés, qui partagent des locaux, éventuellement un secrétariat. C'est quoi ce cabinet? C'est quoi en quoi est-ce une structure et qui pourrait l'enregistrer? C'est pas évident. Donc, par rapport à ça, on est plutôt en train de réfléchir à dire est-ce qu'il ne serait pas plus malin de dire il manque un type de boîte aux lettres en fin de compte. C'est-à-dire que j'ai des boîtes aux lettres personnelles, j'ai des boîtes aux lettres organisationnelles rattachées à des établissements. Voilà. Et puis, est-ce qu'il ne faudrait pas une BAL peut-être collective qui serait un peu entre les deux? C'est-à-dire que c'est un peu comme une BAL organisationnelle, mais rattachée à un ou plusieurs professionnels et sans chercher un identifiant de structure là où il n'y en a pas forcément facile à trouver, hein. Je dis ça parce que des fois, ce qu'on appelle cabinet de groupe, il y a une SCM, une SCI, parfois plusieurs SCN, dans le cadre de la radiologie où c'est particulièrement emmêlé. Sachant que chacun des médecins a son propre SIRET pour ses déclarations et ses honoraires. Ouais, qui enregistre, avec quel identifiant, c'est pas simple. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas du tout prévu un guichet d'auto-enregistrement dans Finesse, pas à ce stade. Voilà, donc d'où, par rapport à ce besoin de pouvoir avoir des balles utilisables par plusieurs professionnels
quand ils travaillent, on va dire, conjointement, même si ce n'est pas une coopération structurée. Ouais. On regarde plutôt la piste de dire ça peut être une balle, mais ouais, moi je peux ça collectif. Mais c'est vraiment pour le moment au stade de. On en est au stade du cadrage de cette évolution. Donc pas de planning encore, malheureusement. Mais c'est un vieux sujet sur lequel on est bien au courant que c'est un frein en fait au déploiement dans ce type de contexte. Il y a pas mal de questions qui sont répondues par la suite. Alors, il y a une question sur l'annuaire santé. Est-ce que il est exhaustif en accès public ou certains PS ne peut pas apparaître? Alors, je crois que Fabrice est en train de apporter une réponse. En fait, si on se résume, c'est très simple. Les professionnels qui sont publiés sur Annuaire Santé, en tout cas de façon accès public, ce sont des professionnels ayant autorisation d'exercice. Donc, c'est-à-dire pour les professionnels à ordre, à partir du moment qu'ils sont inscrits à l'ordre, ils apparaissent sur l'annuaire santé. Par contre, s'ils ne sont pas inscrits, ça veut dire qu'ils n'ont pas normalement la condition remplie pour exercer la profession. Donc, du coup, ils n'y apparaissent pas. De même façon pour les professionnels à l'ARS, seul enregistrement à l'ARS fait apparaître le professionnel. Après, pour les professionnels à rôle, c'est plutôt quand il y a une activité qui est déclarée par son employeur en cours, donc ils apparaissent. Sinon, il ne joue pas de rôle dans la prise en charge de patients, donc il apparaîtra pas. Une question: avec un certificat d'établissement, un professionnel de cet établissement pourra-t-il accéder du DMP d'un patient sans authentification individuelle? Alors, ça, c'est un mode qui est en train d'étudier par l'équipe projet DMP. Effectivement, l'utilisation de certificats de l'établissement est possible. Par contre, c'est au niveau local que l'établissement doit aussi tracer au niveau individuel avec des moyens d'identification un peu locales, mais aussi en double facteur. Donc, à un moment donné, il faut quand même une justification de qui a consulté tel dossier du patient. Ce mode n'est pas encore, je crois, c'est pas encore officiellement sorti, mais c'est prévu. Ouais, il y a un nouveau référentiel là qui doit sortir, pareil, dans quelques semaines, sur le mode R, AIR, authentification indirecte renforcée. Ouais, qui est, enfin, le concept, c'est que pour consulter un DMP, il faut une authentification d'un professionnel. Et donc, soit c'est de l'authentification directe, avec carte ou ICPS désormais, soit authentification indirecte, ça veut dire que c'est l'établissement qui est garant de ce qu'il a une bonne traçabilité et un bon contrôle d'accès de qui accède à travers son infrastructure au DMP. Une question sur l'instar de France Connect qui est disponible sur le fédérateur open source. Est-il prévu de proposer une extension ProSanté Connect? Alors, pour l'instant, c'est un sujet en étude. Je pense qu'on pourrait vous parler un peu plus prochainement. À ce stade-là, on peut vous dire que voilà, on est en cours d'étude.
Alors, qui contrôlera les personnes déclarées par des directions de structures non sanitaires dont légitimement le droit et la nécessité de disposer un rôle leur permettant de consulter dans le DMP des documents médicaux. Alors, si j'essaie d'interpréter votre question, c'est comment, en fait, on justifiait un tel professionnel dans leur établissement peut accéder à tel document du DMP. Déjà, premièrement, le DMP, en fait, il y a une matrice DMP qui définit quel type de professionnel a accédé à tel type de document. Donc, par exemple, les médecins, ils n'ont pas les mêmes accès que les infirmiers, encore moins que les professionnels, qui a un rôle d'accompagnement dans le médico-social. Tout ça, c'est vraiment défini donc avec la matrice DMP. Et ensuite, dans le secteur médico-social, parce que vous parlez de non sanitaire, c'est l'employeur qui connaît le rôle de leur personnel. Donc, est-ce que c'est une personne qui est plutôt dans l'accompagnement de soins? Donc, elle a un rôle différent, elle a un accès différent vis-à-vis des documents DMP par rapport à une personne qui a plutôt un rôle d'accompagnement sur la partie administrative ou bien sur le parcours. Donc, tout ça a été défini donc, par les droits d'accès du DMP. Après, dans l'enregistrement des professionnels à rôle, donc c'est bien l'employeur qui est l'autorité d'enregistrement qui a la responsabilité de déclarer des informations exactes sur les professionnels qui enregistrent. Donc, tout ça, c'est encadré par l'arrêté LPPS+. Et pour devenir l'autorité d'enregistrement, l'établissement doit être contractualisé avec l'ANS et se faire équiper des cartes d'authentification. Moyens. Voilà. Peut-être ajouter que le DMP, c'est évidemment central et en même temps un cas un petit peu particulier puisqu'il déduit en fait le profil d'accès, les droits d'accès des données qu'il trouve dans notre annuaire. Hein. Que ce soit avec un accès CPS ou ICPS. Moyennant quoi, en fait, il fait confiance, le DMP fait entièrement confiance à ce qui est dans notre annuaire. Donc, dans le cas que vous évoquez, c'est le coupable, si je puis dire, c'est l'employeur. Hein. C'est à lui d'être très attentif aux données qu'il enregistre, qui se traduiront par un profil d'accès au DMP, et également très attentif au fait qu'il faut mettre une date de fin sur l'activité du professionnel quand il a quitté l'établissement, ce qui lui fait tomber ses droits d'accès du même coup. Bon, sachant que bien sûr, il y a une traçabilité de tout ça, hein, on est capable de dire qui a enregistré quoi. Il y a une question, je pense, concernant les alimentations du DMP par le certificat juridique. La question, c'est comment on peut savoir le volume d'alimentation par le site géographique. Alors, sans parler de GHT, on va parler de GHT après. Alors, déjà, pour la même entité juridique, là, on a assoupli les règles de commande, c'est-à-dire, enfin, on a simplifié plutôt l'administration, les démarches administratives, les établissements. Donc, je pense que sur l'ensemble, que ce soit sanitaire et médico-social, que ce soit public ou privé, d'ici mi-année 2023, pourront tous commander un certificat au niveau entité juridique. Donc, ce certificat sert à s'authentifier, donc la personne morale, c'est l'établissement, auprès de services donc DMP.
Derrière, donc, sur les statistiques, les volumétries, les traçabilités, tout ça, il y a les métadonnées qui sont définies dans le cahier de charge d'alimentation de TMP, avec lesquels on peut tracer c'est quel site géographique, c'est quel professionnel qui a produit le document. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de séparer ces deux volets qui a pour des finalités complètement différentes. Le certificat devrait juste utiliser pour sécuriser la chaîne d'envoi. Et puis, pour les volets statistiques, traçabilité, ben ça, on va utiliser plutôt les métadonnées, donc du TMP, pour faire les analyses et les études. Donc, d'ailleurs, l'évolution qui sont en train de mener par l'assurance maladie sur la SI-TMP, y compris le SI de pilotage TMP, sont en train d'évoluer vers ce sens-là. Une autre question sur les certificats. Couloir officine. Quelle démarche effectuer pour le certificat finesse géographique en cas de cession d'activité du titulaire, départ en retraite et reprise d'officine pour un nouveau titulaire? Très, très bonne question. Alors, le certificat, il identifie un finesse. Donc, quand il y a une cession, il n'y a pas de changement de finesse. Donc, le certificat peut continuer à fonctionner. Alors, par contre, si c'est un changement d'équipe complet, il faut s'assurer qu'il y a bien transmission, notamment si l'équipe sortante commande elle-même les certificats. Parce qu'éventuellement, il faut habiliter un nouveau administrateur technique, c'est-à-dire la personne qui a les droits de commande de certificats, dans la nouvelle équipe. Mais sinon, au jour J+1 de la vente, le certificat commandé par le propriétaire précédent ou sous l'autorité du propriétaire précédent continue à fonctionner. Et puis, par ailleurs, on sait très bien qu'à cette date, c'est plus l'ancien, mais c'est le nouveau qui est titulaire. Donc, en termes de sous l'autorité de qui ce certificat est utilisé à l'instant T, ça, on a toute la traçabilité qu'on souhaite. Alors, tout à l'heure, on avait une question, je crois que j'ai répondu en moitié de la question, mais vous parlez aussi du GHT. Donc, j'ai dit qu'on revient sur les GHT. Alors, les GHT aujourd'hui, ils n'ont pas de statut juridique proprement parlé, c'est-à-dire il n'y a pas de numéro finesse derrière un GHT. Les certificats devraient être commandés donc à chaque entité juridique de l'établissement. Un GHT, nous sommes bien conscients, hein, donc parfois on a mutualisé peut-être l'ensemble de systèmes d'information, on a mutualisé l'envoi du TMP. Par contre, au niveau TMP, c'est quand même la personne morale, c'est-à-dire chaque finesse juridique qui est attendue. Le jour où le GHT aura un statut juridique avec un numéro finesse, peut-être on pourrait changer les règles, mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment chaque établissement sous le numéro finesse juridique qui devrait être identifié au niveau du certificat, bien sûr. Alors, je crois qu'on a répondu pas mal de questions déjà. Je vois qu'on est déjà 15h10. On vous propose d'avancer sur donc, la deuxième partie de notre webinaire. S'il nous reste encore quelques minutes à la fin, on pourrait bien sûr revenir sur les questions. Étant entendu que nous publierons dans la semaine qui vient, d'une part le support, bien sûr, l'enregistrement, ainsi qu'un document avec les questions et les réponses, y compris celles dont on n'aurait pas eu le temps ou alors pas la capacité à répondre en direct, donc les questions qui ont été posées pendant la séance, que vous pourrez retrouver en référence. OK.
Alors, cette nouvelle année 2023, nous souhaitons vous proposer une démarche de communauté utilisateur. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être tous donc, participants de ce webinaire, c'est déjà la première étape. Donc, voilà, c'est une action de animation de cette communauté. Ben voilà, nous sommes là, on vous répond vos questions, vos interrogations et vous êtes là parmi nous, vous êtes intéressés par certaines typologies de sujets. Alors, c'est vraiment ça. Hein. Donc, c'est l'échange et le partage, en fait, qu'on propose au travers de cette communauté d'utilisateurs. Ben, ça va faciliter les échanges et les bonnes pratiques entre les utilisateurs. C'est aussi l'objectif de recueillir vraiment les retours d'utilisateurs sur nos services existants et afin d'identifier le besoin émergent sur le terrain et puis ça nous permet de faire évoluer nos services. On souhaite aussi impliquer donc largement les utilisateurs dans la co-construction de évolution et de nos services existants ou des nouveaux produits. Ça permet bien sûr de promouvoir les offres de services de l'ANS auprès de tout l'écosystème. Vous êtes également donc nos relais de communication pour faire prolonger donc ces discussions dans vos réseaux. Alors, qui sont concernés? On a envie de dire que tout l'écosystème, tous les acteurs qui travaillent dans ce secteur de santé, de médico-social, de social, qui sont utilisateurs des services de l'ANS sont les bienvenus donc, dans cette communauté utilisateur. Et comment on va animer cette communauté? Effectivement, on va organiser des ateliers thématiques. Aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, la présentation générale de l'ensemble de thématiques. Et par la suite, dans les mois qui suivent, on va proposer des ateliers sur des thématiques bien précises. Par exemple, il y aura une thématique sur l'enregistrement des professionnels à rôle dans la LPPS+. Il y aura une thématique, donc un atelier sur utilisation des services de l'annuaire santé. Par exemple, à l'occasion, on va vous présenter le nouveau service qu'on a co-construit avec certains partenaires, justement des utilisateurs avec qui on a collaboré pour co-construire ce nouveau API. Et on va parler aussi du thématique de certificat. On peut aussi donc planifier un atelier thématique sur le déploiement des moyens d'identification électronique dans les établissements de santé ou bien dans les établissements médico-sociaux. Voilà, donc tout ce qu'on avait discuté aujourd'hui, qu'on vous avait présenté comme service et produit, dans les mois qui suivent, on pourrait donc complètement organiser des ateliers sur ces différents sujets. Donc, aussi à vous de nous suggérer sur les thématiques qui vous fait plus envie de discuter ensemble. Alors, deuxième forme d'animation de cette communauté, hein, c'est bien sûr, comme je vous ai expliqué, quand on a un projet côté l'ANS, parce qu'on a identifié, il y a des besoins qui ont été remontés, il y a des irritants qui ont été formalisés, donc à travers du terrain. Là, on lance un projet d'évolution de nos services ou bien de construction d'un nouveau service. Et là, on va faire appel à tout utilisateur de cette communauté et ceux qui ont la disponibilité, qui ont le moyen de nous rejoindre, vous pouvez co-construire avec nous, vous pouvez tester avec nous, donc dans les phases pilotes. Par exemple, prochainement, on va peut-être solliciter quelques éditeurs ou des structures qui vont venir tester le portail Mes habilitations. Donc, voilà, un petit peu les modalités d'animation de cette communauté, mais il y a bien sûr aussi les
les messages qu'on va faire publier à travers les réseaux sociaux ou bien à travers de sites isanté.co.fr, à travers des différents webinaires pour vous communiquer les informations, pour vous communiquer les nouveautés, les actualités. Alors, pour vous donner une idée concrète, on a déjà commencé à organiser donc une journée thématique donc sur le sujet de EPBS+. Il y a donc un acteur régional donc qui est le grade GCS Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est manifesté l'intérêt donc qui souhaite co-organiser avec nous cette journée thématique sur le EPBS+. Donc une journée thématique pourrait se ressembler, par exemple, le matin avec un webinaire de l'ANS à la destination de toute la communauté, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent au sujet. Donc, on peut déjà relayer les invitations à tous les SMS ou tous les grades et ARS qui sont largement impliqués sur le déploiement de ce portail. Du coup, on va parler des enjeux de l'enregistrement. On va faire intervenir quelques acteurs régionaux sur l'expérience de leur accompagnement, comment ils ont les démarches qu'ils ont entreprises pour accompagner les structures de leur région. On peut aussi faire intervenir quelques établissements pour partager leur expérience d'utilisation sur le portail. Donc voilà, ça c'est une journée thématique. Nous sommes en train de travailler dessus avec du coup un co-organisateur, on va dire, de région. Et puis l'après-midi, donc GCS Sarah a proposé de faire un atelier de travail avec quelques établissements de sa région. Et bien, du coup, l'ANS peut participer donc en réel avec les utilisateurs finaux du terrain. Voilà. Et on a aussi un autre atelier thématique sur les données d'annuaire santé en tête, qu'on est en train de aussi travailler là-dessus. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous êtes un acteur régional, vous êtes un acteur territorial, vous êtes, peu importe, si vous avez, si ça vous intéresse, le sujet, suivez-nous via les publications des programmes de rencontres de l'ANS et via les réseaux sociaux et contactez-nous, faites-nous savoir vos idées, vos centres d'intérêt et nous sommes là pour vous écouter et prendre tous ces bonnes suggestions, toutes ces bonnes remarques. Donc voilà, prochain webinaire sans doute le 17 mars pour ceux qui s'intéressent aux thématiques EPBS+. Et puis les autres thématiques à venir, donc on ne manquera pas de vous informer donc via tous ces canaux de communication. Alors, il y a une question sur le portail et mes habilitations. Je vais peut-être dire 2 mots. Je pense que on fera un webinaire dédié pour le portail. En 2 mots, c'est le portail. La première fonctionnalité qui va sortir de ce portail, c'est que le professionnel ou bien l'établissement qui délègue en fait la gestion de certificats à un tiers. Par exemple, ça peut être son éditeur. Ce portail qui habilite en fait donc une personne chez ce tiers et ensuite c'est vraiment par exemple le tiers c'est l'éditeur qui va s'organiser en interne sur la gestion d'administrateurs techniques. Donc s'il y a des turnovers chez l'éditeur, il n'a pas besoin de chaque fois solliciter son client
de dire que voilà, j'ai une nouvelle personne maintenant, est-ce que tu peux me re-signer le formulaire 301 ou 504, je ne sais même plus le numéro. C'est très fastidieux. Du coup, le portail permet de donner une délégation, en fait, au tiers qui va gérer son certificat. Mais bien sûr, la délégation, hein, c'est bien son client, c'est bien l'établissement, c'est bien le professionnel qui va donner cette délégation. Et ensuite, reste à ce tiers de s'organiser en interne. Donc, le turnover, la personne a commandé des cartes, a habilité de façon autonome. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage de ce portail Mes Applications qui est attendu par pas mal d'éditeurs, hein, parce que pourquoi on a développé ça, c'était justement un besoin qui était remonté, qui était entendu, donc qui était pris en compte. Je pense qu'on aura l'occasion de vous présenter plus en détail les fonctionnalités, les autres fonctionnalités de ce portail. Une autre question, est-ce que la procédure d'auto-homologation est toujours d'actualité pour les établissements utilisant des certificats pour accéder au téléservice INSI? Je crois que oui. Il n'y a pas eu de modification sur ce point-là. Ça, c'est une exigence du coup du côté téléservice INSI, hein, donc côté CNAM. Alors, côté l'ANS, on n'a pas entendu de modification sur ce point. Alors, je crois qu'on a répondu à peu près toutes les questions. Peut-être il y en a juste une ou deux. Sauf les questions embêtantes. Ouais. Il y en a quelques-unes qu'on n'a pas répondu. Je redis, hein, on va compiler les questions et les réponses, éventuellement compléter certaines réponses, et surtout pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre pendant la séance. Voilà. Donc, désolé, il y a parfois des questions soit dont on n'a pas la réponse, ni Agent ni moi, soit un petit peu complexes qui méritent d'être, dans la réponse mérite d'être développées et vérifiées, notamment quand il y a des questions de calendrier. Ok. Nous allons vous mettre aussi le support à la disposition. On n'a pas présenté les annexes. Donc, dans les annexes, vous pouvez retrouver tous les services de l'ANS, hein, donc, qui est avec une fiche résumée. Donc, quelle est l'offre de service, quelle est sa valeur ajoutée, c'est pour qui et comment on y accède. Donc, voilà, vous avez, on va dire, 10... il n'y a pas toutes nos offres de service, mais il y a tout ce qui relève du périmètre identification des acteurs, personnes physiques et personnes morales. Voilà. Je crois qu'on a fini. On a tout présenté. Manon, je ne sais pas si tu es là avec nous. Bien sûr. Merci beaucoup, Marc et Yajon, pour cette présentation. Et en effet, ça sera disponible sur le site isanté.gouv.fr d'ici quelques jours. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, on peut clôturer ce webinaire. Merci de votre écoute et de votre attention. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.